Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Annoncé à Bamenda, capitale de la région en conflit du Nord-Ouest, en mai dernier, le dialogue tant attendu par les victimes de cette crise ainsi que les partenaires du Cameroun tarde à montrer ses contours. Pour l'analyste politique et sécuritaire Joseph Léangoula, le dialogue national ne peut ouvrir qu'une boîte de Pandore et virer en des négociations sur les conditions de départ du président Biya. S'inscrivant dans la même veine, pour le journaliste Xavier Messé, ce dialogue peut se transformer inéluctablement en procès de Paul Biya. Départ préalable du président par-ci, bilan de ses 37 années de pouvoir par-là. Pour Xavier Messé, le dialogue n'aura pas lieu car Paul Biya ne prendra pas le risque, dans ce contexte-ci, d'organiser son propre procès. Dialogue national, quand le doute s'installe, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Dialogue national, quand le doute s'installe. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Fabrice Ebé-Ondoa. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Serge Alain et merci de l'amitié que tu as bien voulu me faire en m'invitant une fois de plus sur ce plateau. Ça fait pratiquement un mois et je retrouve avec beaucoup de plaisir et de bonheur votre plateau ensemble avec les panélistes que je salue, les copanélistes que je salue. J'espère que nous allons apporter notre petite réflexion pour mieux comprendre la situation actuelle concernant le dialogue national. Voilà, bienvenue Fabrice, membre de la société civile. En face de vous, André-Marie Dibamou. Bonsoir André. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Merci de m'inviter. Bonsoir à nos copanélistes également. André-Marie Dibamou, journaliste, écrivain, internationaliste. Beaucoup de casquettes, hein. Tout ça à la fois, parce qu'il faut rester éveillé, il faut bien bosser. Donc, de toute façon, quand il y a à faire, on n'hésite pas. Ok. Bienvenue une fois de plus. En face de vous, Barrister Tamfou Richard. You're welcome, Barrister. Good evening, Serge Alain. Good evening to all my co-panelists and also good evening to the numerous viewers of Equinox TV. I'm very grateful to be part of this debate and I hope that with the views that we exchange here, we'll be able to build the Cameroon we want and move further. Voilà, Barrister, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Aussi, vous défendez vos camarades du MRC. Oui, effectivement, je suis l'avocat du parti. C'est tout à fait que je sois à leur côté pour les défendre. Donc, je suis l'avocat du MRC et en même temps aussi avocat au barreau du Cameroun. Voilà, bienvenue donc sur le plateau. Et les dernières nouvelles, c'est quoi? Le week-end dernier, il y a eu cette guerre de communication entre Olivier Bibou-Nissak, porte-parole de professeur Kamto, et le ministre de la Communication. Que se passe-t-il exactement? Nous connaissons tous le climat social qui anime le Cameroun en ce moment, où c'est une guerre de communication. Oui. Bon, pour l'instant, moi, je ne veux pas trop m'appesantir sur ça, puisque ce n'est pas le sujet que nous avons à débattre. Ok, merci. En face de vous, Valérie Mandégué. Bonsoir Valérie. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à l'ensemble des co-panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Vous allez me permettre, par le canal de votre plateau, d'exprimer ici mes sincères condoléances aux familles des soldats qui ont été assassinés dans la nuit de lundi à dimanche dans l'extrême nord. C'est aussi un moment pour ici rappeler à la nation la mission hautement difficile que ces enfants, que ces hommes, que ces femmes du Cameroun ont pris sur eux de pouvoir protéger la nation, protéger l'intégrité et protéger aussi les citoyens. Donc à ces orphelins, parce que des enfants sont orphelins aujourd'hui, des femmes sont veuves, des parents ont perdu leurs enfants, à tout cela, je réitère par la voix de votre plateau ici les sincères condoléances de la nation à ces familles durement éprouvées. Voilà, merci Valérie Mandingué qui va défendre les couleurs du RDPC ce soir.
C'est bien Bien entendu, dans le cadre de la thématique qui Voilà. nous est proposée. André-Marie Dibamou, je commence par vous. Pourquoi, selon vous, il y a tout ce flou autour du dialogue national? On ne comprend plus rien. Tout à fait, parce qu'il y a une floraison de propositions. Oui. Et vous avez des propositions qui nous viennent du gouvernement, des propositions de la société civile, des positions tranchées. Vous dites la proposition du gouvernement par rapport à ce dialogue? Tout à fait. Je veux dire par rapport à la forme de la résolution de la crise. Et Oui. le dialogue en est une. Et il y a une sorte si vous voulez, une opinion qui s'est cristallisée autour du dialogue comme la solution, la panacée à ce problème qui a déjà duré. Donc, d'une manière générale, la question fondamentale de savoir pourquoi il y a un cafouillage, c'est la floraison des acteurs qui se revendiquent du dialogue et qui se revendiquent porteurs d'une solution miracle de dialogue ou d'une forme idéale de dialogue qui crée le trouble que vous avez semblé observer, et vous n'êtes pas le seul, que nous avons semblé observer. Et la crainte fondamentale est que ces différentes propositions, qui sont aussi brillantes les unes que les autres, finissent par accoucher d'une souris. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des opinions qui sont contre le dialogue dans la forme qui est proposée. Il y en a qui veulent un dialogue mais sans le gouvernement. Il y en a qui demandent un dialogue, mais bien évidemment un dialogue bipartite, c'est-à-dire entre les sécessionnistes et le gouvernement. Donc il y a des propositions, elles sont nombreuses, nous aurons le temps de les parcourir, mais elles ne sont pas au regard des finalités qu'elles auraient pu, parce que la finalité aurait pu être unique, mais nous remarquons qu'il y a des finalités plurielles. Une autre finalité est d'apporter la paix, et c'est peut-être ce que le gouvernement essaie tant bien que mal de défendre avec sa formule. Une autre est de greffer à ces problèmes d'autres problèmes sociaux, et cela n'est pas de nature à arranger les choses. Ok. Barista, dites-moi, comment comprendre ce peu d'empressement des pouvoirs publics à poser véritablement ce problème sur la table? Cette actualité du dialogue, ça ne semble pas trop bouger de ce côté, alors que le peuple attend, la communauté internationale, les partenaires du Cameroun attendent. Yes, the actual truth is that the government that we have does not really have the will to enter into the long-awaited dialogue. I don't think there is any. Mais le Premier ministre I don't think there's anybody here who is not affected by these three socio-political crises. So pourquoi j'ai dit les victimes de la crise? Nous sommes tous victimes. There is an awaited feel that citizens are waiting that yes, we shall finally come to this dialogue. But the government, who is in the posture of not really being or not having that will to enter into any dialogue, is being very adamant and sleeping on all the points or opinions which are coming from left and right. You agree with me that we are today saying that we are to enter into a dialogue, whereas there are some preconditions that you need to prepare the field, which up to date the government has made no effort to bring forth those preconditions. We'll have the time to tell you what the preconditions are, of which the government... Arrêt des violences, c'est Joshua aussi qui le dit. Yes, the first thing... Faut stopper les violences. Yeah, the first thing... if we are to go into dialogue, is because we want to end the crisis. We want to stop it. But there are some preconditions, for example. Avant le dialogue. The thing to me, if I was to give my point, is that the head of state, who is the President of the Republic, should be the person taking that initiative, not sending his prime ministers and we consider as elite. Mais il a envoyé son premier ministre, on a vu l'engouement. Ça veut dire quand même que le message est passé. No, that's why I say that the President of the Republic should take his responsibility as enshrined into the Constitution. When you look at Article 5 of the Constitution, it tells you that the President of the Republic is the guarantor of the unity and maybe integrity of Cameroon. So he should take this thing at hand. The President of the Republic should address Cameroonians. Ever since this crisis has started, he has not addressed Cameroonians like a father. The President of the Republic should address Cameroonians as a father and take it upon himself to put an end to this crisis. Let him stop this issue of sending prime ministers and all the like.
Another step the President of the Republic can take is to grant general amnesty to everybody so that those who are in exile can return home, those who are arrested and in jail are released. Ceasefire. Call on all the parties to cease fire and maybe withdraw troops who are on the field fighting. That will create an enabling environment. Maybe put in place a committee or a commission of maybe justice, peace and reconciliation. Before we Avant le dialogue? Of course, before we can now say we can enter into a genuine or inclusive dialogue where all the actors will be invited and points will be heard, and from there we can come out with resolutions which will be fruitful. Ok. Valérie Mandégué, je vais beaucoup citer Joseph Léangoula au cours de ce programme parce qu'il a travaillé là-dessus. Joseph Léangoula dit ceci: certains caciques du pouvoir perçoivent l'ouverture du dialogue national comme un aveu d'impuissance, un signe de faiblesse qu'ils ne souhaitent pas envoyer à l'opinion. C'est pourquoi ça traîne, pourquoi on traîne de pas de ce côté-là. C'est un aveu d'impuissance. Monsieur Sajotou, vous allez permettre que je vous dise que je ne peux pas. Il n'y a pas un aveu d'impuissance. Oui. Aujourd'hui, il y a un état des lieux à faire. Pourquoi on ne voit donc pas les contours du dialogue se dessiner? Non, les contours du dialogue se sont déjà dessinés. Lorsque le responsable du MRC nous explique ici que le président de la République n'agit pas comme père de la nation, il faut qu'on se questionne même sur la réelle volonté d'une certaine classe politique, notamment de l'opposition, à avoir même la bonne volonté d'aller à cet échange-là. Juste pourquoi le président de la République, depuis pratiquement 3 ans, a pris un certain nombre de décisions qui démontrent qu'effectivement, il est le père de la nation. Lorsque vous créez une commission de désarmement et de démobilisation, il a pour rôle, entre guillemets, d'offrir le pardon à ces enfants qui se sont, entre guillemets, perdus et qui ont pris la voie des armes. Ça, c'est d'un. De deux, dans le cadre toujours de la même crise, un certain nombre d'acteurs qui avaient été incarcérés et arrêtés à cette période ont retrouvé la liberté. Il y a pratiquement 8 mois aujourd'hui. Ouais. Donc on ne peut pas dire que le président de la République, en tant que père de la nation, n'a rien eu à faire. Donc ça, c'était déjà pour... Vous parlez de 289 qu'on a libérés? Qu'on a libérés. Donc ça, c'était déjà pour répondre à Barista Tanfou. Maintenant, je vais juste continuer en indiquant ceci. Sur le plan institutionnel, il est ici à noter, monsieur Serge Otou, que le dialogue tant voulu par les populations, par la classe politique, par les partenaires au Cameroun n'est pas ce qu'on appelle une conférence nationale vers laquelle une certaine opposition radicalisée veut nous amener. C'est un cadre d'échange. Donc vous êtes dans la même logique que le ministre des Relations extérieures, c'est pas un événement, c'est un processus. C'est un processus, effectivement, parce que dans le cadre des échanges qui seront faits avec un certain nombre de leaders officiels et non officiels, mais qui ici ont la capacité de pouvoir influer sur les acteurs sur le terrain. Quand on parle d'acteurs sur le terrain, on ne se cache pas, c'est les groupes armés qu'on qualifie de sécessionnistes, mais qui font vivre une véritable terreur aux populations dans ces deux régions. Ça, c'est d'un. Maintenant, sur le plan... Donc le pouvoir doit discuter avec ces gens-là. Le pouvoir va discuter avec ces gens. Okay. Le Premier ministre a été clair, parce que l'exécutif s'est saisi de ce problème. Le Premier ministre a été clair, il a dit on discute de tout, sauf de la sécession. Et de l'autre côté, l'un des leaders, ou le leader sécessionniste autoproclamé, Ayoub Tabé, de son côté a posé aussi un certain type de préalable. Il a dit qu'il est prêt à aller au dialogue dans un cadre neutre, avec un retrait des forces de défense déployées sur ces lieux. Donc, on sait ici qu'il y a des bribes. Maintenant, il y a un cadre à aménager. Le Premier ministre, lors de ses voyages au nord-ouest et au sud-ouest, il était question d'abord dans sa feuille de route d'identifier là-bas des leaders qui sont capables de pouvoir avoir une influence sur l'opinion publique dans ces deux régions. C'était sa première mission. Maintenant, ensuite, il est question de... Donc, fini le discours, il n'y a personne avec qui dialoguer. Non. On a dépassé ce stade. Non, ce discours n'a jamais... Comment? Ce discours n'a jamais existé pour la simple raison que... Ça n'a jamais existé où? Si vous vous souvenez, si vous permettez, M. Serge Otou, si vous vous souvenez, lors de l'adresse à la nation du 31 décembre 2016, le président Biya
dans la quintessence de ce qu'il adressait à la nation, expliquait déjà qu'il est prêt au dialogue. Mais le dialogue doit se faire sans passer par des moyens de rue, sans passer par des moyens d'hostilité, sans passer par des moyens de différence de l'autorité publique. Donc il avait déjà planté le décor. Et lorsqu'on va de la position corporatiste et que vous regardez tout ce que les pouvoirs publics ont mis en place, vous comprenez très bien qu'il n'y a jamais été question de bloquer la voie au dialogue dans tout ce qui a eu en termes de crise sur les 3 dernières années. Je pense que maintenant, lorsqu'on va évoluer plus en profondeur dans la question au niveau de l'émission, on aura ici l'occasion de pouvoir dérouler un certain nombre de chapelets qui sous-tendent ici à la mise en place effective de ce dialogue qui va mettre sur une même table des groupes d'expression différentes, de points de vue différents, mais qui auront l'obligation d'avoir un compromis pour amener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Fabrice Sébé, pour vous, c'est, comme dit Joseph, un aveu d'impuissance et d'organiser ce dialogue. Voilà pourquoi ça traîne. Moi, je me méfie des analystes qui ont plutôt beaucoup... point de vue. Oui, mais c'est donc, si vous n'êtes pas d'accord, oui, ne rentrons pas. Ça paraît un peu comme si c'était de la voyance. Il faut partir sur les éléments qu'on a en sa possession. Ce que moi, je voudrais dire pour répondre, n'est-ce pas, à la première problématique que vous avez posée. Oui, pourquoi on a du mal à cerner les contours du dialogue? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je voudrais d'abord dire que pour comprendre cette question, il faut quand même se placer sur le plan de l'historicité, au moins pour ce temps où la crise a redémarré, pour comprendre quand même que l'État du Cameroun et son gouvernement ont généralement dialogué. Sinon, qu'est-ce qui a abouti à la résolution de la traduction du code OHADA et de toutes les réformes qui ont été prises à l'ENAM dans la justice, le recrutement des enseignants? Et aujourd'hui, on n'entend plus parler de ces problèmes. Ça veut dire que le gouvernement s'est assis et a discuté avec des gens et ensemble, ils ont trouvé des solutions. Maintenant, dans l'évolution de l'affaire, il y a eu élargissement de la base des revendications qui se sont transformées à des revendications politiques. Dans la démarche de mieux comprendre, des violences ont surgi, où on a fait des kidnappings, on a installé des ghost towns, etc. L'État, dans sa fonction régalienne, a été obligé de déployer une force militaire de 2e catégorie pour essayer de jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire préserver l'intégrité, préserver les personnes et les biens. Donc, cette idée qui consiste à vouloir faire comprendre que le gouvernement camerounais ne dialogue pas ou ne veut pas dialoguer est fausse. Je pourrais descendre un peu plus tard, un peu plus loin dans l'histoire, dans les années de Braise, je crois qu'il y a eu dialogue. J'étais ici il y a un mois et je vous avais posé la question de savoir, lorsqu'on va au dialogue, est-ce qu'il n'y a qu'une seule partie qui doit être entreprenante? Et je vous posais la question de savoir, vous qui êtes un journaliste d'investigation, est-ce que de l'autre côté, les gens envoient des réels signaux qui veulent aller au dialogue? Vous savez, l'expérience que moi j'ai dans mes petites lectures récentes avec ce qu'on a appelé en Tunisie, j'oublie un peu, le printemps arabe. Voilà, le printemps arabe. La société civile était très impliquée dans le dialogue national. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du quartet tunisien, qui a d'ailleurs obtenu le prix Nobel de la paix en 2015. Justement. Donc, et ce quartet a fait un travail qui est allé jusqu'à une nouvelle constitution et la création de nouvelles institutions dans le pays. Lorsque vous regardez un peu notre société civile là, qui avant même de poser des actes vraiment pertinents, commence déjà à critiquer que c'est Paul Biya qui ne veut pas aller au dialogue, c'est les autres qui dérangent. Je dis que c'est de la pure voyance. Que l'ensemble des membres de la société civile qui ont le souci de voir ce Cameroun redémarrer se mobilisent, que fasse bloc. Mais vous allez voir, chacun marche dans un couloir comme si on essayait de rançonner cette crise-ci. Et moi, je trouve que ce n'est pas assez responsable. C'est le Cameroun qui se meurt et tout le monde doit se mobiliser pour que nous puissions attaquer les problèmes de fond du Cameroun pour que celui-ci renaisse.
Voilà, André Marie Dibamo, il y a aussi ce problème, hein? Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce dialogue? Qui est susceptible de participer à ce dialogue? Tout à fait. Je vous réponds tout de suite. Tout le monde est susceptible de participer à ce dialogue. Si tant est que la solution idéale, idoine, à la résolution de la crise est le dialogue, alors allons au dialogue. Moi, j'ai parcouru un tout petit peu, je n'ai pas la faiblesse d'avoir été exhaustif, oui. Des techniques de résolution des conflits dans le monde. Et le dialogue n'est pas une technique à proprement parler de résolution de conflit lorsqu'il est déjà né. Je pense qu'il y a l'amnistie, il y a la médiation, il y a des négociations, il y a un certain nombre de thèmes consacrés. Mais au Cameroun, on a trouvé dans le dialogue comme une nouvelle forme qui intègre en réalité quoi? À la fois la négociation, la médiation et même l'arbitrage pour résoudre une crise. Et c'est ça, et c'est peut-être cela, il faut qu'on explore un peu cette hypothèse. C'est peut-être cela le véritable problème du dialogue, c'est-à-dire que il y a beaucoup, on a mis beaucoup de choses dans le thème dialogue. Le dialogue n'est plus qu'un dialogue simple, mais il s'agit de trouver dans cette forme de résolution de ce conflit des aspirations personnelles, individuelles des uns et des autres à prévaloir leur point de vue sur celui des autres. Donc, de mon humble point de vue, et je partage la chute de mon copanéliste qui était sur du chantage à peu près, c'est-à-dire on vous dit à l'État, vous avez plus à perdre que nous le peuple, parce que vous avez les avantages de votre position. Je suis totalement pas d'accord avec cette position parce qu'il s'agit de notre pays et de notre Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous acceptons une autre forme de résolution du conflit que la crise ou la guerre, à ce moment, c'est que nous acceptons de déposer ou de renoncer à un certain nombre d'avantages. Et on va à la négociation, ce qu'on appelle le dialogue. Si je reviens à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud, où il y a eu des formes de dialogue, mais c'était extrajudiciaire, c'était des formes hybrides de résolution des conflits, et qui aujourd'hui prennent de l'ampleur, parce que nous n'allons pas repousser une telle proposition qui est brillante. Et vous conviendrez avec moi que si nous pensons que c'est le dialogue, alors il y en a qui vous posent des conditions, les préconditions au dialogue. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé le dialogue, on a des conditions au dialogue. Là, c'est la médiation, l'arbitrage. C'est à ce niveau qu'on présente les conditionnalités. Il y en a qui vous disent, il y a le problème des acteurs du dialogue. Mais au fond, vraiment, c'est ma pensée personnelle. Elle n'est pas totale, elle n'est pas totalisante. C'est qu'il y a un problème de leadership qui se pose. C'est-à-dire qu'on a du mal à accepter un leadership naturel qui est existant et qui est réel et qui est celui du président de la République, qui, je suis très heureux de l'entendre, à l'initiative du dialogue. Donc, si nous sommes d'accord que l'initiative du dialogue a un nom et une source, à ce moment-là, nous ne pouvons pas questionner ou à tout le moins refuter l'intention du dialogue et commencer déjà d'emblée, et c'est ce que l'on lit dans la presse depuis quelque temps, on prêtait des intentions d'un dialogue qui ne va pas réussir parce que les bases du dialogue ont été... Je comprends totalement la gêne parce que c'est naturel et normal que lorsque nous sommes en situation de difficulté, nous prenions du recul et que nous campions dans nos positions lorsqu'il y a escalade. Mais même en France, il y a eu une très belle tournée d'Emmanuel Macron dans toutes les communes de France pour trouver la solution à la crise sociale qu'il y avait dans le pays. Aujourd'hui, le Premier ministre, chef du gouvernement, il est chef du gouvernement. En plus, on oublie souvent cette casquette. Il n'est pas que Premier ministre, et Premier ministre est chef du gouvernement. A pris les devants et a initié une descente dans le nord-ouest et le sud-ouest pour trouver des solutions. Moi, je sors définitivement la question en apportant un certain nombre de réflexions, de pistes de réflexion éventuelles qui peuvent s'adresser aussi bien aux acteurs impliqués dans la bataille militaire sur le terrain, c'est-à-dire des groupes armés et des sécessionnistes. Alors, de l'histoire du monde et de l'histoire des guerres,
celui qui va au dialogue, c'est celui qui est en situation de faiblesse. Tout à fait. Et non celui qui est en situation de force. Voilà. C'est une faiblesse aussi de le dire. C'est-à-dire que actuellement, qui a plus intérêt à aller au dialogue? Voilà. Le gouvernement vous dira, moi j'ai le monopole de la violence légitime. Et il faut peser ces rapports de force lorsque nous allons à une négociation ou à un dialogue. Voilà, Barista, vous restez sur la position. Faut d'abord, c'est préalable. La violence doit s'arrêter. Yes, that's the primordial, Mr. Otto. I am very D'abord. surprised. Yes, I'm very surprised when my co-panelist is saying that Valérie Mabende. there have been dialogue. If you have good memories, when this crisis started, the Anglophone civil society had what they call a consortium. The government made some sort of dialogue, which started. Vous admettez quand même qu'il y a eu un début. I mean, some sort, that's you play with words. Oui, c'est un jeu de mots. Yes, to me that's how I consider it. The people who set up that consortium were later on jailed, kidnapped and jailed. Thereafter, we have seen other, let me just say, like the All Anglophone Conference, which the Cardinal Toumi is like trying to build. The government has never given him authorization for that seminar to go. So when he says that the government is in the face of dialogue, I'm wondering which type of dialogue is being put in place, or that some measures were taken. That's how we keep on dragging with words, playing over words, and we are into this crisis for 3 years now. To me, I think that today, what is at stake is the territorial integrity of Cameroon, which we have a fraction who wants to secede. Some other are federalists. So I think the person who is responsible or who is the custodian is the head of state. If he goes and read his constitutions, he will find that it is not the role of the prime minister. The head of state should take his responsibility. If he's really in the posture of willing to dialogue, he knows what to do, or he can listen to some of the points which in this society we still have some people who are trustworthy, who have integrity that he can use. So to me, I think that the agitation of that we want dialogue. To me, I don't see that dialogue coming because nothing has been done for it to be in place. We'll keep on wasting time. People are dying. We are losing financially, and the country is crumbling. So I think with these boiling issues of this crisis, it was right time for the head of state to come out clear. If he is to put an end to this crisis, he has the possibilities. If this crisis is perduring, it's because, I don't know, whether he's inactive or it's because of his age or whatsoever. I can't say because I don't understand how something that started with professional revendications, which could have been solved in a very few minutes, decided to push it on. Today, it has resorted to an armed conflict. So I'm surprised that we are heading to any dialogue. Barista, je reste avec vous. Donc pour vous, ça reste un événement. Yes, it is an event. To me, I don't Tandis que pour les autres, Valérie Mandengue et Fabrice, c'est le processus. Yes. Nous sommes d'accord? Maybe for them. But for me, I don't see it coming. I have a question to you, Barista. Do you truly believe that dialogue could be a way to address the crisis? Yes, we believe in yes, that? we are already into. C'est la panacée? C'est ça qui va faire que tout s'arrête? Because today we are into an armed conflict, which I think there are no. Using arms will not solve this problem. But you said you hadn't said the only possibility of us solving this problem is dialogue. But why did you say you But I don't see the dialogue coming because the person who is like the guarantor of this dialogue has not taken any step into it. Do you wish the dialogue to come? Or you are working for it not to happen? I am not working for it not to happen, but I don't see the feel. I don't see it coming. I don't see it coming. We cannot say we are working into a dialogue when we have not laid the foundations. Which steps have we taken? If the head of state could address Cameroonians and tell them that, okay, we have lost so many people, we have destroyed. Today, the people that they are calling secessionists, these were the people. These are our brothers.
Today we tag them as secessionists. So there is much to be done. So don't think you send the Prime Minister. Before the Prime Minister went on the field, the former Prime Minister was on the field. Why didn't the dialogue not follow immediately after his descent to the field? So the address to tell you that we are just will be the moving solution. on. So the solution to this crisis has a name. The name is Paul Biya. Believe like that. That is the head of state. He is the solution. As the president of the Republic. Valérie Mandégué. Avec l'annonce de l'ouverture du dialogue par le Premier ministre Abba Menda, certains, d'aucuns pensent que c'était juste pour faire baisser la pression internationale qui se faisait, qui avait atteint son paroxysme en ce moment-là. Serge Otto, je me félicite. Parce que nous sommes au mois de juin. Je me félicite déjà d'une chose, c'est qu'on avance. C'est aussi ça le dialogue. On avance. Que le représentant du MSC sur un plateau reconnaisse que M. Biya c'est le chef de l'État. Donc ça veut dire qu'on avance sereinement. Maintenant, je vais juste continuer en disant ceci. C'est que tout à l'heure, un panéliste sur ce plateau a posé l'un des paramètres qui sous-tendaient au blocus même de ce dialogue. C'est la sincérité des acteurs politiques, des acteurs impliqués dans le cadre de ce dialogue. Vous avez eu ici, en l'espace de 5 minutes, la preuve passée par rapport à l'opinion de Barista Tanfou que beaucoup disent qu'ils sont prêts au dialogue, mais du bout des lèvres. En réalité, il était question ici, dans cette opposition radicalisée, d'affaiblir les institutions de notre pays, d'affaiblir la stabilité même de notre pays. Nous avons vu, ne faisons pas semblant d'être aveugles, nous avons vu le lobbying agressif qu'a eu un certain nombre d'acteurs politiques sur le plan international pour ramener la question sécuritaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à un chantage à l'État central du Cameroun. Nous ne sommes pas dupes. Donc aujourd'hui, beaucoup d'autres acteurs sont entrés en ligne de compte. Lorsque Barista nous parle du consortium, mais ce qu'il oublie ou ce qu'il fait semblant d'oublier de dire aux Camerounais, c'est que on était parti d'une base de 8 revendications corporatistes qui ont abouti pratiquement à une trentaine de revendications, auquel cas l'État s'est mis en position de pouvoir solder ces revendications. Barista oublie de dire ici aux Camerounais que il fait créer une économie de guerre aujourd'hui aux États-Unis qui finance depuis pratiquement 2 ans la guerre dans ces régions. À quel but? Au but déguisé de la sécession, mais en réalité, par rapport au lobbying pétrolifère qui est derrière des richesses du Cameroun au niveau de la région du Sud-Ouest. Barista, il faut le dire. Lorsqu'on va à un dialogue, disons-nous ce qui ne va pas. Aujourd'hui, lorsque le Premier ministre, émissaire du président de la République, garant de l'unité et de l'intégrité territoriale de ce pays, va rencontrer, nous avons tous vu ces images, sauf si vous ne les avez pas vues, ou alors vous allez dire que c'était une théâtralisation, vous permettez, je ne vous ai pas coupé. Donc, sauf si c'était une théâtralisation, nous avons tous vu ici le ressenti de la population. Maintenant, lorsqu'on vous écoute, Barista, on a comme l'impression que nous avons une frange de la population dans ces régions qui est en phase avec ce mouvement, mais que non. Je vous rappelle que à Woum, ça ne fait pas 2 semaines, les populations ont dénoncé des brigands sécessionnistes qui ont été remis à la justice sécuritaire sociale, même locale. Je vous rappelle qu'à Pinyin, ça ne fait pas 1 mois, les populations sont sorties en masse pour dire qu'ils en ont marre et dénoncent ces actes tous les jours. Je vous rappelle ici, ça date de la semaine passée, Serge Otto a fait un plateau ici où il y a eu un affrontement entre les Mbororo et ce que vous qualifiez de sécessionnistes qui sont des bandes armées. Donc, lorsque nous sommes sur un plateau, Barista, ayons un peu de décence, ayons un peu de recul, ayons un peu de bon sens. Il est question du Cameroun. Le Cameroun est au-dessus de nous. Dans le cadre du dialogue qui est annoncé et qui est en train d'être mis en place, parce que je le disais tout à l'heure lorsque j'ai pris la parole, un cadre formel doit être mis en place. Un contenu doit être mis en place. Les représentants ou alors ceux qui vont sous-tendre à ce dialogue doivent et a priori sont même identifiés parce que le rapport qu'a indiqué le Premier ministre a été déjà déposé sur la table du président de la République
qui va maintenant décider des modalités de ce dialogue qui va se mettre en place? Je voudrais simplement terminer en indiquant, M. Serge Otou, que le dialogue est un moment de structuration, est un moment de consolidation, est un moment d'échange pour trouver ici un compromis capable de nous sortir, de l'impasse sécuritaire, mais surtout capable de nous amener à la désescalade, la désescalade de violence dans ces régions et au retour de la paix progressive dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Fabrice Sébé, ce dialogue-là, c'est quel format? Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Alors, et là, on est tous en train de tendre vers l'événement. Hein. Alors, le dialogue comme un événement. Le dialogue... On est d'accord, Valérie? Ce sera un événement. Ça sera un événement. Ok, merci. Mais ça ne sera pas une conférence, ça sera un événement. Moi, je n'ai pas dit conférence nationale. C'est un événement. Je préfère le dire, il y a le poids des mots. Oui. Ça sera non, personne n'a parlé de conférence nationale. Non, mais nous savons très bien que depuis pratiquement... Non, on parle de dialogue national. L'expression consacrée, c'est dialogue national. Oui, mais pas ce que c'était entendre dans la théâtralisation de leur fantasme d'une grande plateforme. Non, ça sera... Pourquoi ça fait peur, la plateforme? Ça sera un ensemble de consultations, un ensemble de propositions. C'est une instance de proposition et non de décision. Ok. Vous savez déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Merci Valérie. Fabrice, pour vous, ce sera quoi le format? Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Déjà, ceux qui vont participer. Alors, je peux vous assurer que j'ai souvent schématisé un peu dans ma conception pour voir un peu ce à quoi peut ressembler à cette crise. Ce dialogue, je voulais dire. Lorsque vous regardez par exemple comment les grands moments de dialogue nationaux, ont eu cours dans le monde. Si vous prenez par exemple 1989, avec les pays comme la Yougoslavie et autres, l'idée était d'aller à la démocratie. Et même en 90, en Afrique, c'était exactement la même chose. Mais au Cameroun, aujourd'hui, aller au dialogue pose de sérieux problèmes dans le fait d'arrêter déjà les thèmes du dialogue. Parce que vous voyez, le problème central de ce dialogue, c'est de réorganiser les communautés francophones et anglophones dans un même espace. Mais dans cette confluence d'intérêts, vous avez tout autour ceux qui n'ont pas une grande épaisseur sur la scène politique nationale, mais qui veulent exister absolument à partir de cette crise. Et ça ne nous permet pas d'identifier le seul et vrai problème. Et je voudrais rappeler que le seul et vrai problème actuellement est le problème de la crise, de la forme de l'État du Cameroun. C'est le véritable problème. Et c'est ce problème que nous devons chercher à résoudre. D'autres vous disent on ne peut pas gérer ce problème sans traiter la question de la crise post-électorale. Il y a ceux qui vous disent en réalité ce problème pour le traiter, il faut penser directement à l'alternance. Donc à partir de ce moment, vous avez au moins 4 avis et ça devient très difficile. De ma conception, je dis qu'il faut procéder par élimination. Pourquoi je dis que le problème anglophone, c'est le seul ou c'est le problème majeur? Un seul point à l'ordre du jour? Un seul point à l'ordre du jour. Pourquoi c'est le problème majeur? Parce que quand on regarde les dégâts, le SDF l'a même dit dans son net du week-end dernier. Il ne faudrait pas mélanger les problèmes. Non. Ça, c'est le SDF qui l'a dit. C'est le SDF qui l'a dit, notamment lorsque le Premier ministre descendait sur le terrain rencontrer les populations. Ils ont fait une proposition en 4 points et ce point-là revenait. Pour moi, pourquoi c'est la crise anglophone en elle-même qu'il faut régler? Parce que sur le plan humain, on a parlé de pratiquement 1850 personnes qui ont déjà été tuées, et peut-être un peu plus. On va vous dire qu'il y a actuellement des déplacés internes qui vont dans les 70 000. À l'extérieur, vous avez pratiquement 25 000. Vous avez dans les installations de la CDC, sur 20 implantations, il n'y en a que 7 actuellement qui fonctionnent. Logiquement, on va vous parler
d'une perte sèche de pratiquement 300 milliards. Voilà pourquoi cette crise est la crise majeure. Parce que c'est elle qui peut entraîner les différentes autres situations dans lesquelles le Cameroun va se trouver et qui vont compliquer notre suivi en tant qu'une nation. Et une fois qu'on aura résolu cette crise, on aura stabilisé le pays, on aura recouvré la paix, on pourra maintenant reposer les questions qui ont souvent eu cours, c'est-à-dire le code électoral, les problèmes de gouvernance, etc. Et en retoilettant dans les choses comme le code électoral, c'est cela qui va permettre de relancer une compétition politique saine avec des acteurs qui se seront illustrés déjà sur le terrain. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est... Il était trop long, le premier point. Oui, mais le second et le dernier ne sera pas long. C'est qui sont les acteurs? Voilà. Lorsque vous regardez sur la scène... Qui doit participer à ce dialogue? Lorsque vous regardez sur la scène, avant toute action posée, on a déjà peint les uns et les autres d'un certain nombre de choses. Okay. Donc, ça devient difficile dans ce contexte. Le gouvernement camerounais, lui, il souhaite que cette crise se résolve entre les Camerounais. Comment est-ce qu'on va arriver donc à trouver des personnes qui peuvent mener le dialogue? Voilà les vrais problèmes qu'il faut se poser. C'est pour cela qu'il faut qu'à partir de ce moment, que des grands regroupements se fassent. Les membres de la société civile doivent se retrouver, discuter ensemble, être d'accord sur un nombre de points. La communauté internationale, avec les partenaires du Cameroun et tous les réseaux diplomatiques, doivent avoir des points de convergence. Parce qu'aujourd'hui, on soupçonne que quand c'est la France qui soutient le gouvernement, c'est les autres qui soutiennent les sécessionnistes. Toute cette confluence d'influence fait en sorte que la crise risque de perdurer. Et l'État du Cameroun, qui perd déjà, risque de se perdre à la fin. Donc, pour qu'on en arrive là, il faut un minimum de patriotisme, un peu d'amour pour le Cameroun. Barrister, vous voyez qui à cette conférence? Sincerely, it's difficult for me to be able to see the participants of the supposed dialogue. Because when you go and you are preaching for peace, for example, in a home, whose maybe the children are in jail, or whose fathers have been killed, I don't know if we are really serious. To me, I think that if we really wanted to identify who will be the actors of this dialogue, general amnesty should be taken to permit that those who are in exile come home, those who are in jail are released. From there, you are able to identify who are the actors and who do you think can be on that dialogue forum. I think that's the only possible way to be able to identify who will be the actors. If that is done, for example, we'll be able to know from the Anglophone side with who we have to talk. And then to make it genuine and trustworthy, politicians, civil society are invited. And there should not be any subject of taboo on the discussion. On parle de tout. Yes, we should talk all. We should be able to. Ça ne plaît pas à Valérie, hein. Il dit n'aime pas trop le terme conférence nationale. Il ne veut pas que ça ressemble à une espèce de conférence nationale. On a dit on parle de tout. Oui. On parle de tout. On parle de tout. Sauf la sécession. Mais c'est le terme conférence nationale on parle de tout, sauf la sécession. Okay. C'est-à-dire qui peut toucher à la forme de l'État actuel. Ok, oui. Then that's not dialogue, or that's not the national dialogue we are preaching. I think if we do as on doit parler de tout. Everything, let's talk and then see. Même sécession? Why not? There are some people there is no taboo subject. Oui. Some are for federalism, some are for secession. Bring them. Maybe like when this crisis started, all of us it was even very difficult for you to say federalism. Ouais. We have gradually embraced it, and now when you are talking it out, it's not a taboo. Today, when you talk about secession, people are scared. That's how we keep on running from the real problem. I think there should be no subject of taboo. Let's bring all the cats and talk it out, and then from there we are able to find out which one is best. I think that's why. Oui, on peut parler de tout, on peut parler de tout. Of course, there's no problem. But Martin Luther King said something very important. Never say
burn, baby, burn, but learn, baby, learn, so that we should earn, baby, also earn. So if this situation had happened in a country like United States of America, it wouldn't have stayed 3 years like this. You know it, because nobody would have accepted any secession in USA. You know it very well. And what is very important is to notice that even it was in the private sector, I'm sure that was a crisis like this in Equinox Television, they would have found a solution since. Okay. So why people are dying, we are discussing of way of solution, of going to dialogue or not, but we see. Thank you, Mr. Dibamon. Thank you. Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir Serge-Alain Autou et bonsoir à vos invités. C'est la formule. Tous les vendredis, elle est là, Nadine Yambou, pour le 20h. Nadine, au menu ce soir. Alors ce soir, nous reviendrons sur ce communiqué du ministre des Enseignements secondaires qui suscite d'ailleurs la controverse. Pauline Alova-Nyonga affirme justement que dans un communiqué que seuls 2 candidats ont manqué à l'appel au BEPC. Donc après la confusion autour de la date de la fête du Ramadan, et SIF donc qui s'inscrit en faux et affirme que près de 2000 candidats étaient absents à travers le pays. Mensonge d'État ou guerre de chiffres, c'est la grande question au sein de la classe politique qui exige d'ailleurs réparation. C'est désormais donc un climat de peur et de terreur qui règne dans les 2 régions anglophones en proie à une escalade de violences meurtrières, et la crise de confiance entre les populations et les militaires donc a atteint une cote d'alerte. Poursuivi donc dans ce journal que de nombreux soldats cibles des séparatistes anglophones ont donc déserté leur domicile pour trouver refuge à la base donc aérienne de Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Il fait la fierté du Cameroun à l'international. Lui, c'est Pascal Siakam, le célèbre basketteur, a décroché son tout premier titre de champion de la NBA avec son équipe lors de la prestigieuse compétition. Il a donc reçu des milliers de messages d'encouragement ainsi que de félicitations à travers le pays, notamment les messages du chef de l'État Paul Biya via son compte Facebook officiel. C'est donc tout pour le moment. Serge-Alain Autou. Voilà, merci Nadine Yambou. On va donc développer pour vous tous ces titres tout à l'heure. Dans quelques instants, on va les dire comme ça. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Fabrice Ebé Ondoa, Barista Tamfou Richard, André-Marie Dibamon et Valérie Mandengue. Valérie Mandengue, on remet le sujet du BEPC 2019 sur la table. Une autre guerre de chiffres. Une autre guerre de chiffres. On a suivi dans le reportage un chef de centre qui déclare qu'il y a eu dans son centre 15 absents ce jour. Écoutez, le ministre dit qu'il y a eu 2 absents. Monsieur Serge Autou, au-delà de la guerre des chiffres, je pense qu'il est important ici pour nous, les politiques, de tirer les leçons de ce qui vient de se passer sur cet examen. Ce cafouillage? Il y a un ensemble de responsabilités ici qu'il faut mettre en exergue. Nous avons tous été des élèves à un moment. Nous avons tous vécu comme des élèves, et je peux vous dire que moi, personnellement, la première colère que j'ai eue lorsque j'ai pris attache de cette info, c'est que il y a la première responsabilité, comme lors du drame qu'il y avait eu au lycée bilingue, elle est parentale. Il est pratiquement inadmissible que des parents qui ont des enfants, qui sont en classe d'examen, qui ont un examen à prêter, ne puissent pas prendre les dispositions idoines pour que ce type de malheur ne se produisent pas. Moi, j'ai regardé, pour ces examens, il y a très souvent un canal officiel en termes d'information qui est la télévision d'État, la CRTV. Et sur cette période, la CRTV communiquait continuellement. Malheureusement, il y a eu 2 catégories, je ne vais pas dire de parents et de tuteurs, qui sont tombés dans le coup de la mauvaise information. La première catégorie est allée se renseigner sur les réseaux sociaux. Et la deuxième
catégorie de ces parents, effectivement, sont à mettre à l'actif de ce brouhaha qui avait entre l'Office du croissant lunaire, qui est en réalité l'organe, si je peux permettre le terme, islamique, qui régit la communication sur la fin du jeu. Voilà, mais on a vu d'autres associations religieuses se greffer à cette communication qui a créé tout cet imbroglio qui a abouti au malheur de ces bouts de chou. Donc, je pense que le ministre a donné la position du gouvernement, la position des pouvoirs publics. Maintenant, entre 2000, ce qui paraît exagéré, que ce soit 2, que ce soit 3, nous regrettons parce que ce sont des enfants, c'est des choses qui choquent. Mais pour ma part, je voudrais rappeler ici que les parents n'oublient jamais. Nous, on allait d'abord au centre d'examen. Quitte à arriver là-bas et trouver qu'il n'y a rien rentré. Mais pas de rester dans une posture où on ne sait pas, on sait, et des enfants perdent une année. C'est regrettable, mais c'est avec des leçons pareilles que nous essayons dans l'avenir de pouvoir corriger un certain nombre de méfaits. Barrister Tamfou, même 2, est-ce que c'est une entité négligeable? Well, we should be serious. When we are on this type of panel, we should be serious because we cannot have two contradictory informations. You have the position of the government who is saying 2 people. It's as if 2 people to them is nothing. And my panelists want to put the blame like on the children. To me, I say no. The government should be responsible. The government should be responsible. Yes, it has happened maybe because of differences in communication. We all know the challenges we have today with communication. J'ai parlé d'échelle de responsabilité. J'ai défini les échelles. Il y a un ensemble de responsabilités, mais chacun a un niveau à sa part de responsabilité. Yes, so we all know the challenges of communications which we have today. We have had incidents where the government will say this, whereas it is the other thing. I'm surprised to see to hear the Minister of Education taking the number 2 as if it is minimal. I think why don't the government take the responsibility of organizing maybe a special session for those children? It doesn't cost the state anything. We will not only be contented to send money to the cathedral in France when it is born, when we have children who are crying, families who are crying. A year is nothing. They should arrange for a special session for those children. If the number is more than 2 or how many, the state should put financial means available for them to have a special session. So they should not come out and give a flimsy excuse as if the sole people responsible are either the parents or that the number 2 is meaningless. Fabrice Ebé, 2, comme a dit Cyril Sambaka, on peut organiser une session spéciale pour eux. Je crois que le nombre... Notamment de côté de 2000, disons les 2. Je pense que le nombre est important dans le management. Quand on veut prendre des décisions, parfois on veut faire avec le nombre. Et je pense que si vous avez par exemple 1000 élèves et qu'il y a 2 qui ne se présentent pas à l'examen, je ne vois pas pour quelle raison nous devons reprendre cet examen. Ça veut simplement dire que c'est une infime, c'est des cas marginaux et dans lesquels on peut se passer. Comment ça? Moi, je pense simplement, nous on a été élèves et moi particulièrement quand je devais composer, mon sommeil parfois s'arrêtait à 3 heures. Je me recouchais, je me relevais à 4 heures. Je voulais toujours me rassurer que le jour de l'examen est déjà arrivé. Et il y avait ma mère qui était toujours là pour se rassurer. Est-ce que tu as pris la gomme? Est-ce que tu as pris? Elle était capable même parfois d'appeler le proviseur ou le surveillant. Donc, si je dis tout ça, c'est pour dire aux jeunes maintenant qui vivent entre les 2 mondes. Parce qu'on vit dans les 2 mondes, on parle du dédoublement du monde virtuel et monde réel. Et le monde virtuel a plus d'impact sur le monde réel aujourd'hui. Donc, moi, je voudrais appeler les jeunes Fabrice, ne faites pas cette comparaison. Il y a un cas précis, il y a une date, il y a un férié. Férié, il n'y a pas férié. C'est ça le problème. Justement, nous tous, on a fait ces examens, on se levait très tôt pour se rassurer. Mais là, il y a un problème. Il y a férié et il n'y a pas férié. Justement, je dis donc que lorsqu'on se retrouve dans une situation de doute, la mesure qu'on doit prendre doit être la mesure de prudence. C'est effectivement soit d'essayer de contacter le responsable de l'établissement
qui peut vraiment vous rassurer s'il y a composition ou pas, soit vous-même vous y allez. Donc, moi je pense, je dois dire tout simplement à celui qui a, à ces jeunes qui ont raté leur examen, je dois dire qu'ils doivent se montrer un peu plus responsables. Parce qu'en fin de compte, c'est eux qui sont aux abois en ce moment-ci. Demandez également à la communauté éducative et au ministre Nalova, je voudrais quand même rappeler que son partage à Boya n'a pas été, n'est-ce pas, totalement sain. Et elle en fait partie parfois des revendications qui ont créé la crise anglophone, il faut le dire. Et aujourd'hui, qu'elle se retrouve ministre, elle devrait faire un peu plus attention et savoir que les gens ont du regard sur elle. Quand vous gérez un grand ministère comme son ministère, vous devrez avoir la capacité, n'est-ce pas, d'avoir une information qui doit impacter sur vos cibles. Donc, il faut que chacun travaille à son niveau. Responsabilité des élèves, responsabilité de la communauté éducative, responsabilité des institutions. André-Marie Dimamou, Fabrice, pour lui, c'est marginal. Non, je ne partage pas ce point de vue, loin de là. Je pense que ça aurait été une seule personne qu'il faudrait, vous savez, l'allégorie dans la Bible, une brebis dégarée. On va la chercher et puis voilà, le troupeau reprend son chemin. D'une manière générale et globale, je pense fondamentalement qu'il y a eu un problème de communication. Justement. Et il y a eu un problème de communication à tous les niveaux. Facebook est une source d'information, autant qu'elle le relais parfois des médias traditionnels qui existent, notamment à la CIATV, à l'occurrence. Non, mais en matière d'examen, donc, d'une manière générale, officiel, Facebook ne peut pas être la seule excuse pour justifier de ce que l'information qui a circulé était ou le document. On parle beaucoup plus d'un document à papier en tête avec des signatures bien connues et identifiées. Donc au fond, il y a eu ce problème de communication qui n'est pas négligeable. Donc comment on résout un problème de communication? On ne victimise pas les victimes parce qu'il y a déjà 2 victimes sur le carreau de ce quiproquo et ces victimes deviennent des victimes encore, c'est-à-dire elles sont présentées à la télévision là, tout en larmes, mais davantage affichées dans un communiqué de manière aussi barbare parce que c'est comme ça que je prends cela. Au fond, c'est une guerre de chiffres qui n'a pas son pesant d'or. Alors si c'est 2 pour dire que c'est pas 2000, voilà. D'accord, on veut bien avoir le chiffre exact. Et seule la presse a la liberté d'aller enquêter sur ce dossier. Le gouvernement peut donner une version qui est une version officielle pour des raisons ou des contingences qui peuvent être d'ordre sécuritaire. Il ne faudrait pas alarmer. Peut-être même qu'en ce moment, des mesures sont en train d'être envisagées dans le sens de faire un rattrapage spécial. Je pense que c'est un peu trop tôt de se prononcer sur la solution, je veux dire sur le cas définitif, le sort des personnes qui n'ont pas composé. Actuellement, c'est-à-dire au moment où le communiqué arrivait, les informations qui remontent au niveau du ministre, sans être ici son porte-parole, peuvent faire état de 2. Maintenant, progressivement, les informations peuvent changer. C'est pourquoi on fait très attention à l'information parce qu'elle est changeante et elle évolue. Et c'est ça la particularité de l'information. Maintenant, mon point de vue personnel sur la question. Alors, on a toute cette expérience d'étudiants, d'élèves qui apprenaient jusque au petit matin avec les pieds dans l'eau et qui consommaient toutes sortes de choses pour ne pas avoir le sommeil et qui à 6 heures du matin se disait alors je me donne 30 minutes de repos et puis je vais aller, il se réveille à midi. Donc effectivement il y a toute une je vais dire qu'il y a tout un rituel autour de ces examens, il y a un encadrement qu'il faut faire à la famille, à l'école. Il faut même au besoin aujourd'hui avec Internet et tout, assister numériquement les élèves, envoyer des messages, des chefs d'établissement peuvent le faire. C'est un exercice assez compliqué, mais je pense que quand on est, les étudiants de classe d'examen sont connus. Le nombre est connu, on sait combien sur l'étendue du territoire vont le faire. Lorsqu'on a le doute sur la date d'un férié comme celui-là, d'aucuns parlaient de lundi, de mardi, finalement c'est mercredi que ça arrive. Donc lundi et mardi, il y a effectivement eu, c'était des jours ouvrables. Donc les gens sont allés composer. Donc maintenant, il faut, moi je pense que on a eu le week-end pour travailler sur la communication et on a semblé minimiser, à tout le moins ceux qui avaient l'information n'ont pas pensé qu'il y en a qui pouvaient ne pas l'avoir. Et vous allez remarquer que la plupart des absences, ce sont
observés dans les grandes métropoles. Parce que dans les villages, nous, on va dans l'arrière-pays, on va d'abord, on a le réflexe que vous avez, peut-être que vous avez fréquenté dans un village comme moi. Évidemment, moi j'ai fréquenté dans une bourgade, n'est-ce pas, de la ville de... Moi j'étais au lycée de Makénéné, c'était plus rigoureux, on y allait. Je ne le dis pas pour dédouaner, mais je pense qu'il y a une responsabilité établie de tous les côtés. Bon, vous comprenez que ici c'est compliqué de se prononcer, on n'a pas toutes les informations à la fois du ministère, on ne pourra pas passer d'établissement en établissement. Rien qu'à partir d'un commentaire, nous avons déjà la preuve que c'est pas que 2. Voilà. Le reportage nous parle de 15. De 15, voilà. Je reste avec vous, André Dibamou. Pascal Siakam. Oui, vous connaissez ce Camerounais qui fait honneur au pays aujourd'hui? Tout à fait, ouais, m'a arraché un sourire. Oui, Pascal Siakam, pas personnellement. Je connais très bien la famille Siakam, qui est une famille de... Makénéné? Oui, ils sont originaires de Makénéné, donc de très haut vol, parce que c'est des sportifs de niveau international qui excellent dans le basket au niveau des États-Unis, une très forte diaspora qui aujourd'hui d'ailleurs a perdu un des patriarches de leur communauté, le chef supérieur Siakam, dont les obsèques officielles auront lieu le 22 juin prochain. Et voilà, donc je pense que c'est dans cette mouvance-là que nous l'avons vu. Moi, je le vois pour la première fois en 2010. Donc, nous sommes à Makénéné, il vient d'un voyage des États-Unis et les étudiants de l'université de Chang ont une kermesse dont ils ont organisé de sortes de rencontres au village. Donc, il est suffisamment proche, il vient régulièrement. Il n'est pas encore NBA, il est encore au collège, comme on dit là-bas? Non, c'est automatique, c'est-à-dire quand vous êtes à la NBA, automatiquement, ça veut dire que vous suivez les cours en même temps. Donc voilà à peu près la facette de lui que je connais. Maintenant, le professionnel, c'est vrai, vous savez, il a une carrière qui n'a pas 10 ans. Je veux dire que on a eu des dévanciers, à Monté, au Cameroun, on a Ibid, on a des noms, voilà, très bien, comme ça, dans le basket qui excelle. Donc, Siakam, Pascal, aujourd'hui, est celui-là qui va véritablement rehausser le nom du Cameroun. Et je pense que les populations de Makénéné sont totalement en euphorie depuis la nuit de jeudi à vendredi dernier. Donc, ils sont simplement très, très heureux que quelqu'un de chez eux, on va dire ça comme ça, puisse le faire. Mais davantage, c'est le Cameroun qui s'en tire grand, parce que vous avez vu, son drapeau, c'est un signe de patriotisme. Et peut-être que voilà à peu près le début de la résolution d'un certain nombre de nos problèmes, le patriotisme, l'amour de notre pays. Parfois, il faut se dire que nous n'avons qu'une seule patrie et que parfois, pour être accepté même à l'extérieur, il faut qu'on sache que vous venez de quelque part. Et si vous ne venez pas de quelque part, si vous n'avez pas des repères, si vous n'avez pas une origine, vous ne pourrez pas être accepté par autrui. Donc il faut d'abord commencer par construire son chez-soi. Et je pense que la famille Siakam l'a très bien fait. Et Pascal, vraiment, il fait la fierté de toutes ces générations 90 du Cameroun. Hein. C'est dire qu'effectivement, la jeunesse travaille. Vous voyez, c'est vraiment tout. On pense que la jeunesse, c'est dans les cabarets et autre chose. Mais il y a une jeunesse comme celle-là qui nous fait honneur. Voilà. Barista, on voit un Camerounais, la NBA, c'est pas donné, hein? Le deuxième africain. Oui, c'est encourageant de voir les autres ont pris la nationalité américaine. Oui, c'est encourageant de voir son compatriote briller à l'extérieur. Ça veut dire que vraiment au Cameroun, nous regorgeons beaucoup de talent. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'exploite pas ce talent. Pourquoi est-ce qu'il ne joue pas à l'équipe nationale? Moi, je le découvre à la NBA. Oui. Moi, c'est ça. C'est un autre débat, alors. On va l'avoir à ce moment. Je vous dis que les bons se retrouvent plutôt à l'extérieur. Et au pays, on reste avec des gens médiocres qu'on promouvoit. Non, vous êtes à la télé, Barista. Il y a des choses Voilà, merci. On va aller au pas de course. Oui, d'abord, Fabrice. Oui, j'avoue. Des grands signes là. Non, j'avoue que moi, je suis un néophyte du basket, mais automatiquement, lorsque je zappais la télé et j'ai entendu parler Siakam une fois, deux fois. Pascal Siakam. Voilà.
je me suis intéressé. Les Américains disent Pascal Siakam. Voilà. Je me suis appelé ça comme vous voulez, mais ça doit être un Camerounais. Oui. Et après, il y a eu un documentaire de Canal+ qui a suivi. J'ai eu l'occasion de découvrir la personne. Moi, je dis, on vous dit qu'il y a encore moins de 5 ans, il avait fait un des camps de Bahamouté ici au Cameroun. Donc, le voir à ce niveau, et d'ailleurs dans le documentaire que je suivais, il a connu une ascension fulgurante. Tout à fait. Bon, ça veut dire que le Camerounais, partout où il est, il peut se distinguer. Il est fort. Oui. Bon, mais moi, je n'irai pas jusqu'à dire comme barista que ce n'est que... Voilà, mais le dernier problème que je voulais soulever, que j'ai suivi également, c'est que quand vous jouez en NBA et que vous devez venir jouer en équipe nationale, on vous demande souvent l'assurance. Oui. Et ça coûte excessivement cher. Et beaucoup de pays africains ne sont pas toujours prêts à s'engager sur ce chemin-là. Je crois qu'un jour, je vais recevoir sur ce plateau Diotomo. On connaît Diotomo, pour ce qu'il représente pour le basket. Diotomo. Voilà, Valérie Mandengue. Non, je pense que... La fierté du Cameroun, quand même. Au-delà de la fierté. Je vais vous dire, personnellement, j'ai dormi très tard parce que... Surtout que le président a envoyé un message dans son compte Facebook pour féliciter. On va pas rentrer dans cette surenchère politique. Non, c'est pas la surenchère politique. C'est pour dire... Non, c'est pour dire que le président... Non, c'est la fierté du Cameroun. C'est la reconnaissance de la nation. Disons pour c'est ce que je veux dire, la reconnaissance de la nation. Un sportif comme Joël Matip, qui a gagné la Ligue des Champions. Voilà, justement, il y a eu un message. Comme Ganou. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des le ministre a envoyé un message à Joël Matip. A fait un message vidéo même. Ce sont des signaux qui montrent aujourd'hui que nous avons une diaspora réelle qui se détache de celle qui marche. Ah voilà, voilà, vous aussi vous enfoncez. Non, descends la diaspora. En rétablissant ce qui a été fait, je crois que c'est exceptionnel. C'est le drapeau du Cameroun, c'est la patrie entière et nous sommes fiers de ce représentant. Voilà, merci cher monsieur d'être venu, merci Fabrice, merci Barista, merci Valérie Mandengue, André-Marie, merci. Merci Serge. Voilà madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Je vous retrouve dans quelques semaines pour Equinox Soir, la suite. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit en FIDA 4 et 1h du matin à Clichy-la-Garenne. Nous sommes dans le département des Hauts-de-Seine, le 9-2 en France. À très bientôt.